La semaine dernière, nous avons exploré ensemble un espace plutôt proche, lequel nous a mené de la Normandie à la République tchèque, en passant par la vallée rhénane et le comtat vénessin. Je vous invite ce soir à voyager dans les marches balkaniques, au pays de Dracula, au cœur de Carpates, aussi bien que dans les confins baltes, ou encore à l'orée d'une Russie toujours mystérieuse et souvent fantasmée. On l'a dit la semaine passée, la Shoah a rimé avec extermination. La Shoah a aussi rimé avec destruction. Et de nombreux joyaux du judaïsme ont disparu à tout jamais avec leurs communautés anéanties entre 1939 et 1945. Depuis quelques années pourtant, certaines localités polonaises, ukrainiennes, mais aussi baltes et roumaines, tentent de renouer avec un passé souvent pluriséculaire, jadis bien représenté dans le paysage de ces différentes régions. De petites villes, généralement hors des sentiers touristiques, réhabilitent, restaurent, voire rachètent aujourd'hui d'anciens lieux de culte pour les restituer à leur communauté d'origine, pour en faire tantôt des musées, tantôt des espaces dédiés à la culture, ou bien pour y bâtir des centres de recherche à la mémoire des victimes de la Shoah. Découvrons ensemble donc ce soir ce qu'il reste aujourd'hui de ces patrimoines immobiliers, mobiliers et culturels des 11 millions de yiddishophones qui peuplaient avant-guerre l'Europe centrale et orientale. Alors dans une première partie, j'ai décidé de parler d'une présence ancienne dans les Balkans, comme dans les Carpates, une région où généralement les touristes se rendent relativement peu. Donc je me suis dit, au cas où il y en avait qui fuiraient en cours de conférence, au moins ils auraient eu une partie de croustillant. Plusieurs stèles du IIIe siècle, frappées de la Ménorah, ont été découvertes dans le sud de ce que l'on a coutume d'appeler l'Europe de l'Est, l'une à Nicopole, en Bulgarie actuelle, l'autre en Hongrie, actuellement conservée au musée juif de Budapest. Je n'ai malheureusement pas de clichés à vous présenter, ce ne sont pas des documents extraordinaires, disons que c'est plus leur ancienneté qui les rend intéressants. Et si vous en avez l'occasion, eh bien, lors d'un prochain voyage en Hongrie, vous pourrez aller voir au moins l'une d'entre elles qui est exposée dans un musée national. On peut donc, à la lumière de ces deux découvertes, affirmer une présence juive vieille de minimum 17 siècles dans cette région d'Europe orientale. Donc ça nous permet de dater un petit peu l'ancienneté de ces communautés qui, bien souvent, sont arrivées, les historiens le pensent, à l'issue de la seconde diaspora, lorsque le second temple a été détruit. Beaucoup de juifs, ne voyant plus l'utilité de rester en Judée après la destruction du Sacro-Saint Temple, eh bien, on fuit vers d'autres régions où ils ont pu faire du commerce, rejoignant les légions romaines qu'ils suivaient. Et c'est comme ça qu'on va retrouver, comme je l'expliquais la semaine passée, des juifs jusque dans l'Europe rhénane au niveau de Cologne, puisque des marchands juifs, hein, généralement des hommes, s'installaient dans ce qu'on appelle des kanabae, c'est-à-dire des établissements de commerce à proximité des lieux de garnison romaine pour pouvoir faire du commerce. Et de temps en temps, il y avait un objet qui tombait. C'est à cette occasion qu'un archéologue va tomber tantôt sur une bague, tantôt sur une lampe à huile. La semaine dernière, j'en ai présenté quelques-uns de ces artefacts. Mais c'est néanmoins, pour l'Europe orientale, à partir du Moyen-Âge que l'on va trouver d'importantes communautés en Europe orientale et balkanique. Fuyant les persécutions amorcées par l'Église romaine, donc là, Karine va nous indiquer les deux premiers livres que je souhaite présenter, qui sont très recommandés et recommandables. Alors le premier, qui parle de Philippe le Bel et de l'expulsion des Juifs de France en 1306. Alors, Philippe le Bel est pragmatique, hein, il rappellera l'Église quelques années plus tard pour restaurer un peu les caisses du trésor, et puis ensuite il les réexpulsera en 1320. Et puis on a un deuxième ouvrage qui lui parle de l'expulsion définitive des Juifs de France en 1394. Alors, je ne vais pas refaire la conférence de la fois dernière, mais ne me dites pas, mais oui, mais il y avait quand même des Juifs dans le sud de la France au 15e, 16e siècle, et puis en Alsace. Bon, comme je l'ai expliqué, on va faire très court. L'Alsace et le comtat vénessin, donc les États du pape, ne font pas partie de la France à l'époque. Donc en 1394, ce n'est pas la France telle que nous la connaissons aujourd'hui, mais très majoritairement, on va dire, les Juifs sont sommés de quitter le territoire en abandonnant une partie conséquente de leurs biens qui rentrent dans le trésor royal. Alors la question c'est de savoir, ils vont aller où ces Juifs? Eh bien progressivement ils vont migrer vers l'Est.
Donc on va retrouver des communautés d'abord en Allemagne, et puis au fur et à mesure, quand ils vont se faire éjecter des différentes principautés du Saint-Empire romain germanique, où chaque prince a plus ou moins ses prérogatives et peut accueillir qui il veut, ben, quand ils se font rejeter là aussi des territoires où ils se sont installés une première fois en exil, eh bien, ils vont partir encore un peu plus à l'est. Et c'est de cette manière qu'on va les retrouver dans les confins les plus éloignés quelques siècles plus tard. En effet, les expulsions sont récurrentes. On vous parle de celle de 1306 et celle de 1394 en France, mais il faut savoir que les Juifs d'Angleterre ont été expulsés bien plus tôt, en 1291. Les Juifs d'Allemagne seront majoritairement expulsés dans le courant du XVe siècle, et la plupart prennent la direction de l'Est. Alors, ils emmènent avec eux leur tradition liturgique, leur langue, le judéo-allemand, ou qu'on appelle plus communément le yiddish, hein, Yiddish-Deutsch, dont on retrouve une variante occidentale sous la forme du judéo-alsacien qu'il m'a été donné d'entendre quand j'étais enfant, puisque je suis originaire de Strasbourg, et j'ai eu une grand-mère qui était une des dernières locutrices de ce dialecte, qui s'appelle le yiddish occidental, et qui, d'après les linguistes, serait à l'origine en fait de toutes les variantes du yiddish oriental que l'on retrouve depuis les pays baltes jusqu'à la Roumanie, en passant naturellement par la Pologne, l'Ukraine et la Biélorussie. Donc, on voit d'où part ce dialecte aujourd'hui tellement associé à la Pologne, tellement associé à l'Ukraine, c'est-à-dire à l'Europe de l'Est, alors qu'en réalité, il vient de la vallée rhénane, c'est-à-dire une région qui va de l'Alsace jusqu'au territoire de Cologne, ou Worms, Speyer et Mayence de l'Outre-Rhin. Ils emmènent également avec eux leur spécialité culinaire. Alors, je vous laisse la parole. Quel est le plat traditionnel qui ressemble un petit peu à une dafina, qui est typique des Juifs? Oui, vous dites le tchoulent. Alors, certains disent tcholent, tchoulent, cholent. En fait, ce sont des mauvaises prononciations orientales. Pardon pour les Ashkénazes qui entendraient ça, mais il faudrait dire le cholant. Parce qu'à la base, le tcholent, c'est un mot français. C'est, d'après les linguistes, soit chaud lent, c'est-à-dire qui chauffe lentement, soit ce serait le verbe chaloir en vieux français, qui veut dire chauffer. Et alors, comment on l'explique? Ben, très simplement. La halakha, donc le droit juridique établi par les rabbins, interdit de cuire le Shabbat. Donc on posait le plat sur le feu la veille, il devait cuire pendant toute la nuit et ne pas brûler jusqu'au lendemain midi, de sorte à pouvoir être utilisé pour le Shabbat midi. Et il fallait donc avoir un plat apte à supporter une cuisson de 10 ou 15 heures. Alors qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce plat? Eh bien, ce plat qui mijote, on a aujourd'hui des choses assez communes, l'orge perlée, les faillots, que les Ashkénazes me disent si je me trompe, et puis souvent des pommes de terre. Alors les pommes de terre, c'est un rajout très tardif. Hein. Au Moyen-Âge, je le dis notamment pour les collégiens qui sont présents, il n'y a pas de pommes de terre en Europe. La pomme de terre, elle est rapportée du Nouveau Monde, où elle était cultivée par les Aztèques, à partir du XVIe siècle, et encore on ne la consomme pas tout de suite. Donc la pomme de terre, à la base, elle ne fait pas partie du tcholent médiéval. Mais on a compris que l'orge perlée, les faillots, ça c'était effectivement des plats traditionnels hein, en Europe. On n'avait pas beaucoup de légumes, donc on retrouve à peu près toujours les mêmes recettes, quelle que soit la forme et quelle que soit l'origine géographique de ce tcholent. À l'inverse de l'Europe occidentale, les traces de ce passé médiéval sont, par contre, en raison de pogroms récurrents entre le XVIIe et le XXe siècle, et plus tard, bien sûr, en raison de la Shoah, quasi inexistantes. La semaine dernière, on a présenté plein de sites médiévaux, des mikvaot, quelques synagogues en Europe centrale, dans ce monde germanique, qui, malgré la Shoah, ont été préservées. En Europe orientale, il y a eu une mise à sac systématique, quantité de synagogues ont été brûlées. Tout à l'heure, je vous parlerai de la seule synagogue parmi les 400 de Varsovie qui a survécu. C'est-à-dire qu'il y en a plus de 350 qui ont été détruites, soit par les nazis, soit par les Polonais eux-mêmes au cours de la Shoah. Seules les chroniques médiévales chrétiennes et les textes de rabbins tels que Rabbi Yosef Karo, rédacteur du Shulchan Arour, que vous connaissez naturellement, viennent nous apporter des informations sur ces communautés. Alors ce que relativement peu de gens savent, c'est que Rabbi Yosef Karo, lorsqu'il a quitté son Espagne natale, avant de rejoindre la terre d'Israël, a fait une halte de plusieurs années à Nicopole, donc la fameuse ville dont je vous parlais tout à l'heure, où on a retrouvé des vestiges antiques. Il s'y est établi et il a laissé des récits
de son existence dans cette cité de Bulgarie actuelle. Au mieux, trouve-t-on quelques inscriptions lapidaires pour l'époque antique et médiévale, qui suggèrent l'existence de synagogues à l'époque byzantine. Alors on retrouve effectivement le nom de proséuké, qui veut dire synagogue. On en retrouve une de ces proséuké à Mursa, près de Sijek en Croatie. Là, il y a un cliché. Voilà la proséuké qu'on retrouve à Mursa, près de Sijek, donc en Croatie actuelle. Alors, il a fallu un certain nombre de recherches pour déterminer qu'il s'agissait bien d'une synagogue. C'est généralement la forme traditionnelle de celle qu'on retrouve également à l'époque byzantine dans le nord d'Israël. Donc en Galilée, on a un petit peu les mêmes formes, hein, à colonnade, très inspirées des maisons de type byzantine. Et ça est à l'occasion d'une découverte, généralement une inscription lapidaire écrite en hébreu, qu'on peut déterminer qu'il s'agit d'une synagogue plutôt d'une église, parce qu'elle avait globalement les mêmes formes. On en a retrouvé également une à Dabravina en Bosnie-Herzégovine. Des vestiges que je n'ai malheureusement pas pu voir se trouveraient également à Salona, donc on a une ville qui s'appelle également Solin en Croatie, et à Stobi en 1974 en Macédoine. Donc celle qui vous est présentée ici est celle de Stobi en Macédoine. Mais rien de comparable avec les nombreux mikvaot retrouvés en Europe occidentale, comme je vous le disais précédemment, et dont nous parlions la semaine passée. Alors le seul édifice qui subsiste de la période médiévale dans les Balkans, c'est la synagogue de Maribor, en Slovénie. Elle a été édifiée au Moyen-Âge, et je vous souhaite bon courage pour aller la trouver, parce que c'est l'un des pays où j'ai été parmi, on va dire, oui, quasiment le plus mal accueilli. Les Slovènes sont relativement antisémites, ce sont des gens qui ont un patrimoine assez singulier, assez intéressant, mais qui se veut majoritairement catholique. Et attention, il ne faut pas rechercher autre chose. Hein. Quand on va à l'office du tourisme de Ljubljana, donc la capitale, on n'est pas particulièrement bien reçu. J'y suis retourné plusieurs fois d'affilée, donc je me suis adressé à plusieurs agents, parce que sinon on pourrait me taxer d'antipathie ou dire qu'effectivement je fais un cas général. Non, non, j'ai eu affaire à plusieurs personnes en plusieurs jours, et systématiquement, mais pas du tout, il n'y a pas de juifs ici, il n'y a pas de patrimoine dans notre pays de synagogue, on ne connaît pas, non, allez voir les églises, elles sont très belles. Bon. Donc c'est dommage parce que la synagogue de Maribor est très difficile, non seulement d'accès, mais aussi difficile à découvrir par soi-même. Et vous allez comprendre pourquoi. En fait, c'est une maison. Donc, bon, c'est une cahute médiévale en grosse pierre qui reprend un petit peu la forme de la Altnotschule de Prague, mais il n'y a pas de signe distinctif permettant d'affirmer qu'il s'agit d'une synagogue. On ne trouve pas d'étoile de David, pas même de table de la loi, aucune inscription à l'entrée. Enfin, c'est quand même problématique. Donc, il faudrait avoir un guide ou au moins des écriteaux qui nous affirment qu'il s'agit bien d'une synagogue et qui permettrait à des touristes de la découvrir plus facilement. Ah parce qu'elle a été étudiée. Voilà. Vous avez quand même des travaux universitaires qui ont été menés, il y a des articles qui ont été écrits. La semaine dernière, j'ai fait passer cet ouvrage qui est vraiment splendide sur l'archéologie du judaïsme, qui est paru dans le courant des années 2010, qui est un des travaux collectifs parmi les plus aboutis et qui présente une vingtaine de monuments inédits sur lesquels les archéologues ont travaillé ces 25 dernières années et qui permet en fait de découvrir des sites qui sont quasi inaccessibles pour le commun des mortels. Si on n'est pas informé, si on ne sait pas lire par exemple les écritures médiévales, on ne saurait pas les reconnaître par nous-mêmes. Alors certains vont bien sûr être tentés de me parler des synagogues de Split, construites en 1500, de Dubrovnik, qui daterait de 1394 selon certains historiens, 2408 selon d'autres, mais en fait il s'agit de synagogues séfarades, et elles feront l'objet d'un traitement ultérieur, puisque on... Non, j'en parle pas ? Je change pas de... Ah, d'accord. Non, parce que on m'a fait comprendre que peut-être qu'ultérieurement, on ferait appel à moi pour parler du judaïsme judéo-espagnol, du patrimoine du judaïsme judéo-espagnol. Donc, on ne va pas se couper l'herbe sur le pied. Ceux qui le souhaitent viendront dans quelques mois pour entendre une nouvelle conférence dédiée à ces synagogues qui, elles, ont été bâties par des juifs originaires d'Espagne qui se sont installés dans les Balkans
à la fin du Moyen-Âge. Pour la période moderne, on a une synagogue, là encore en Slovénie. Voilà, c'est la synagogue conservée à Lendava. Alors elle est très sobre extérieurement. On a un cliché juste avant. Non, ça c'est le cimetière de Split. J'ai quand même mis une tombe parce qu'il y a quand même des sépultures ashkénazes qui s'y trouvent. Donc si à l'occasion vous le souhaitez, il y a une très belle vue depuis le cimetière. C'est bâti sur les hauteurs de Split. Et il y a même un petit café qui s'est installé dans l'ancienne maison de la Chevra Kadisha. Donc je l'explique pour ceux qui ne comprennent peut-être pas l'hébreu. C'est l'endroit où on nettoyait les morts avant l'inhumation, et là où on célébrait le culte avant de donner sa dernière demeure aux défunts. Aujourd'hui, vous pouvez y boire un café. Et c'est à l'entrée du cimetière, c'est un endroit très tendance de Split, où se retrouvent la jeunesse et les touristes. Donc la synagogue de Lendava, là on voit l'intérieur, très sobre extérieurement, vraiment une maison qui ne donne aucune indication véritable. Elle présente à l'intérieur des colonnes néoclassiques surmontées de chapiteaux corinthiens, recouverts de dorures. Donc on peut dire que c'est un décor typiquement 18e siècle qui rappelle les glorieuses heures du judaïsme istriote. En Istrie, il y avait de très très belles communautés. On en veut pour preuve une splendide synagogue immense qui se situe dans la ville de Trieste, mais qui elle est du côté italien, donc je ne la présente pas ce soir. Mais ça faisait partie de l'Istrie. Et comme ce sont des zones portuaires, les Juifs, jadis, ont réussi à y trouver une souche commerciale et à y faire un grand profit. Ce qui se retrouve effectivement dans soit les extérieurs comme à Trieste, soit dans les intérieurs comme à Lendava, qui se voulait plus modeste pour rester en conformité avec les injonctions de la ville, qui parfois interdisaient de bâtir plus haut que les édifices publics ou plus haut que les édifices religieux chrétiens. Alors l'ex-Yougoslavie et la Roumanie continuent d'être délaissées par les touristes, malheureusement, et plus encore par les voyageurs juifs. Et quel dommage, parce que ces territoires regorgent de monuments plus beaux les uns que les autres, avec des cimetières au charme suranné, souvent localisés à flanc de colline, je vous parlais de celui de Split, sur des territoires généralement inconstructibles, ce qui les a souvent épargnés, tout de même, des destructions et des profanations, notamment au cours de la Seconde Guerre mondiale. Alors peut-être certains ont-ils entendu parler du cimetière de Pančevo qui a très récemment été profané en Serbie. J'en ai pour ma part parlé sur mon site avec grand regret, mais ce cimetière, il est en pleine ville. Donc, quand des cimetières sont profanés dans ces régions-là, traditionnellement, ce sont des cimetières assez contemporains, ils datent du 19e ou du 20e siècle. Les cimetières médiévaux, disons que les nazis et les actifs antisémites du 19e siècle ne voulaient peut-être pas marcher dans la boue pour aller déterrer les morts et saccager des tombes, alors ça les a préservés d'être à flanc de colline, parfois même assez en altitude, comme le cimetière que je vous présente ici, qui est celui de Sarajevo, et depuis lequel on a une vue imprenable sur la capitale de Bosnie-Herzégovine. Alors comment ne pas parler du lieu d'inhumation des Juifs de cette ville? Fondé par des séfarades vers la fin du XVIe siècle, le cimetière de la capitale de la Bosnie a servi jusqu'en 1956, et s'y trouvent mêlés des Juifs d'origine ibérique, bien sûr, puisque ce sont les séfarades qui s'y sont installés, aussi bien que des Juifs ashkénazes originaires de l'Empire austro-hongrois. Alors c'est l'Europe, mais c'est l'Europe de l'Est, pardon, mais ce sont des Juifs espagnols qui ont construit le cimetière. On y trouve majoritairement des tombes de Juifs au nom à consonance espagnole ou portugaise, mais au XIXe siècle, lorsque ça s'est mal passé dans l'Empire austro-hongrois, beaucoup de Juifs ont migré un peu plus vers le sud et s'y sont installés. Et donc c'est un cimetière qui a quelque chose de très intéressant, parce qu'il y a ce charme de voir, à une époque assez précoce, des consonances à la fois arabes et latines qui côtoient des sonorités germaniques et slaves sur des tombes souvent positionnées côte à côte. Pour ainsi dire, on pourrait dire que c'est une forme précoce de coexistence pacifique entre juifs du sud et juifs de l'est. Alors il y a 2-3 photos de ce cimetière que j'ai mises. Voilà. Donc, actuellement, le fait que les sépultures soient souvent de travers n'a rien à voir avec une profanation, une destruction volontaire ou involontaire. C'est simplement parce qu'il y a des mouvements de terrain et ça se sent lorsqu'on y marche. Quand on arpente
ce coteau, eh bien, on voit que le sol est très bosselé, qu'il n'est absolument pas droit, et parfois ben, la terre est lisse. Il est d'ailleurs intéressant de noter que la synagogue ashkénaze, dite ascétique, c'est son nom, porte toutes les traces d'une influence orientale. Ouais, qu'est-ce qui se passe? Oui, oui. Elle n'arrive pas, moi. C'est bloqué. Ouais, les imprévus du direct. Donc porte toutes les traces d'une influence orientale. Et c'est là où il fallait passer un peu plus vite. Sinon je me mets à raconter des blagues yiddish. Alors, donc il est intéressant de noter que cette synagogue ashkénaze dite ascétique porte toutes les traces d'une influence orientale. Alors on le voit, hein, il y a des bulbes, mais c'est surtout l'intérieur, qui est très 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 oriental, vous allez voir. Moi ça m'a fait penser aux synagogues d'Asie centrale. En très très beau décor, qu'on retrouve dans les synagogues de Bukhara. Et puis alors là, il n'y a pas de doute. Hein. Donc la première fois qu'on est rentré dedans avec mon épouse, on s'est dit non mais ils doivent se tromper, ça c'est pas... Pourtant on a vu des synagogues orientales ou de style oriental et qui sont ashkénazes. J'en ai présenté un grand nombre, hein. On avait une certaine expérience déjà lorsqu'on s'est rendu dans les Balkans, mais là on s'est dit quand même c'est très très poussé du point de vue oriental. Surtout lorsqu'on découvre à quoi ressemble la synagogue officielle des séfarades, qui est la suivante, qui elle date du XVIe siècle et qui offre à l'inverse une sobriété tout ashkénaze. Donc là on a un paradoxe total. La synagogue ashkénaze ressemble en tout point à l'Alhambra, et la synagogue séfarade, qui elle date du XVIe siècle, ne correspond absolument pas aux critères que l'on estimerait devoir trouver dans un lieu séfarade. Les deux? Celle-ci n'est pas très grande. Ah non, elle est de taille très... Pardon? Ah non, elle n'est pas circulaire. Non, non, c'est une impression qui est donnée parce qu'en fait on a une voûte, hein, on a une voûte, et puis on a la Ezrat Nashim de part et d'autre, des petites entrées voûtées qui permettent d'accéder aux espaces où se trouvent les fidèles. Et le Héral, comme le veut la Halacha, pardon, excusez-moi, pas le Héral, la Bima, donc le lieu où se situe le Chazan, le chantre, ou bien le rabbin qui officie, se trouve bien au centre, selon les constructions traditionnelles qui reprennent le modèle du temple de Salomon et du second temple de Jérusalem. Donc, une synagogue, tout ce qu'il y a de plus habituel, mais qui ne paraît pas très séfarade pour le coup. Alors cette sobriété relative tranche avec les constructions à la fois gigantesques, là on est à Novi Sad, et aux formes composites que l'on retrouve au XIXe siècle dans ce qu'on appelle la Grande Hongrie, ou encore dans la Grande Roumanie. Alors je m'explique. Novi Sad, splendide coupole qui a été réalisée pour la structure par Gustave Eiffel et pour le verre par Tiffany. Donc si vous connaissez l'un et l'autre, il fallait quand même pouvoir se payer le luxe d'avoir des architectes de renom comme Eiffel et puis le créateur Art Nouveau Tiffany, hein, qui est le plus connu dans les arts and crafts américains. Les communautés étaient immensément riches. Et alors là, on est où? Eh ben, on est dans le nord de la Serbie. Mais c'est ce que j'appelle la Grande Hongrie. En réalité, ce territoire était jadis hongrois et ces synagogues ont à peu près les mêmes dimensions, les mêmes formes que celles qu'on va retrouver de l'autre côté de la frontière, où effectivement c'est quelque chose de très habituel, hein, des bâtisses gigantesques qui très souvent ressemblent à des églises. Alors celle-ci c'est celle de Subotica, malheureusement je n'ai pas pu rentrer à l'intérieur, et à l'époque, donc j'ai quand même trouvé un cliché sur internet qui permet de voir à quoi elle ressemblait jadis. Malheureusement le cliché n'est pas daté, mais c'est une certitude que cette carte postale est bien à l'intérieur. De toute façon on reconnaît à la forme des fenêtres et le reste prouve bien qu'il s'agit de la même synagogue. Elle était splendide, elle était en cours de rénovation, on a vu les échafaudages au moment où j'ai pris la photo en 2010, et à l'époque je ne m'aventurais pas trop à faire des âneries répréhensibles. J'ai mes élèves en face de moi, je ne vais peut-être pas tout avouer. Disons que depuis je prends un peu plus de risques, et lorsque j'ai la possibilité de rentrer dans l'édifice, eh bien je ne m'en prive pas. Et vous verrez des édifices qui en principe ne sont pas du tout ouverts au public, dont j'ai pu photographier parfois les intérieurs. Mais ça c'est pour la suite, et ce sont pour les photos des 4 dernières années. Alors celle-ci c'est la synagogue de Szeged,
qui est dans le sud-est de la Hongrie, une ville jadis très prospère. On le voit aussi bien dans l'architecture chrétienne locale que dans l'architecture juive. Cette synagogue est l'une des plus monumentales d'Europe de l'Est. Elle est splendide. Vous avez également un dôme de toute beauté. Et puis alors on va voir le Héral. Voilà. Enfin, des dimensions qu'on connaît assez rarement. Il y a bien le temple Immanuel dans le New Jersey, à New York. Mais disons que ce type de synagogues sont assez rares. Alors c'est très sympathique en plus parce que c'est interactif. Quand vous rentrez dans la synagogue, vous appuyez sur un bouton et c'est vous qui activez la lumière. Il faut payer une petite obole. Hein, vous acquittez de l'équivalent Chauffus, c'était peut-être l'équivalent de 2 €. Mais c'est vous qui activez la lumière en tant que touriste pour pouvoir éclairer le lieu. Alors cette synagogue... Alors, je vais juste, avant qu'on avance trop vite, à la différence de Paris, avec ses façades de synagogues engoncées dans des immeubles d'habitation, et la province où les édifices restent de taille relativement modeste, hein, comme on l'avait vu la semaine dernière, dans les Carpates et en Transylvanie, les architectes font preuve de démesure. Il faut en effet répondre à des contraintes démographiques certaines. Il y a des populations qui ont des enfants, on a de plus en plus de juifs qui viennent d'endroits très divers et qui s'installent dans ces lieux. Là, les synagogues que je viens de vous présenter, ce sont des villes qui aujourd'hui n'évoquent rien pour vous. Je pense que Szeged, Subotica, Novi Sad, c'est probablement la première fois que vous entendez ces noms de villes. Il y avait des communautés de plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de juifs qui étaient très actifs, avec parfois des notables très importants à l'échelle régionale, voire à l'échelle nationale. Il n'a pas été rare que certains obtiennent des postes assez importants à la fin du 19e siècle. À la veille de la Shoah, on compte plusieurs centaines de synagogues imposantes dans cette région. Plusieurs ont été détruites malheureusement, pour quelques 2 millions de juifs. Si on ne compte que la Hongrie et la Grande Roumanie, on avait 2 millions de juifs avec ces deux seuls territoires d'avant-guerre. Alors comment parler de démesure aussi sans présenter quelques clichés de la plus grande synagogue d'Europe, la fameuse Dohany. Alors on l'appelle la Dohany, comme très souvent les synagogues en Europe de l'Est portent le nom de la rue où elle se situe. Alors à Paris on le fait aussi, on dit par exemple au Tournelle, on va au Tournelle, ou on va à Nazareth, ce qui est un petit peu étrange. En Europe de l'Est c'est systématiquement comme cela qu'on connaît les synagogues, c'est par le nom de la rue. Alors on est rue Rumbach, on est rue Dohany, voilà. Surtout en Hongrie. Et donc là, rue Dohany, on a cette synagogue qui est gigantesque. Elle a une taille impressionnante, elle pouvait accueillir pas moins de 2000 fidèles lors des offices. Elle est visitable en semaine. Le Shabbat, elle accueille des offices. Mais si vous n'êtes pas de rite néologue, qui est l'appellation du judaïsme libéral, pour ne pas dire ultra-libéral, créé par les Hongrois au 19e siècle, je vous décourage d'y aller un Shabbat parce que vous risquez d'être surpris par la manière dont est organisé l'office. Alors, pour avoir été malencontreusement, parce que je n'ai pas vraiment fait exprès, je me suis retrouvé dans un office de type néologue, hein, dans une ville qui s'appelle Pécs. J'avais dit à mon épouse, non, Budapest, bah, je connais le Shabbat, je me suis rendu déjà plusieurs fois dans des communautés, j'ai passé des Shabbats très agréables. J'aimerais tenter une communauté un peu plus provinciale, rurale. Et nous sommes allés à Pécs, dans le sud-ouest, excusez-moi, de la Hongrie, quand on revient vers la direction de Zagreb en Croatie. Et je vous avoue avoir été très perturbé de ne pas suivre l'office convenablement. Je n'ai pas compris ce qu'il faisait. Et puis pour la petite anecdote, un moment je dis à mon voisin d'à côté, âgé de 70 ou 80 ans, je lui demande s'il parle l'anglais, il me répond par la positive, et je lui dis mais pourquoi ne sortons-nous pas le Sefer Torah? Nous sommes 10 hommes, nous avons donc Minyan. Il me dit because we don't know who is Jewish. Alors je le regarde, on ne sait pas qui est juif. Il faut plaisanter, il y a au moins 16 ou 17 hommes. Il me dit, oui, mais ça fait des années qu'on prie ensemble et on n'a pas envie de se vexer les uns les autres, donc on ne demande pas. Alors dans le doute, on ne sort pas la Torah. Ah oui, effectivement. Alors, à la fin de l'office, quand même, ils vous font un petit tour de piste, donc ils ouvrent le Héral, sortent le Sefer Torah, ils font un petit tour, ils la montrent, tout le monde fait coucou, on range le Sefer Torah, et l'office est terminé. Et je dis, et le reste de la prière, Moussaf, non? Ah non, on ne connaît pas, c'est pas la tradition. D'accord. Bon, eh bien, nous leur avons dit merci pour l'accueil.
Bon, ce sont des communautés assez particulières, avec des rites différents des nôtres, et que l'on ne comprend pas toujours, mais parce qu'il y a eu un développement historique singulier dans ces régions, qui ont développé souvent une liturgie également distincte. Alors, à Cluj-Napoca, la synagogue, donc ça c'est toujours la Dohanie, mais vue de l'extérieur, voilà, à Cluj-Napoca, la synagogue transporte le visiteur dans le monde fantastique des 1001 nuits. L'Orient est à portée de main. Cluj-Napoca, c'est en Roumanie, en plein cœur de la Roumanie, on est dans la Transylvanie. C'est une synagogue magnifique, on avait décidé d'y passer le Shabbat, et pas de chance pour nous, c'était un des seuls Shabbats où il n'y avait pas d'office, nous étions en plein été, on avait tout fait pour revenir sur Cluj-Napoca pour passer notre second Shabbat, et malheureusement, le voisin d'à côté nous dit de manière très naturelle, ah non mais là c'est l'été, vous trouverez personne, ils ne se réunissent pas en été. À la différence par exemple de Split, où là par contre ils se réunissent en été. Oui, j'ai oublié de vous dire, mais ça on en parlera plutôt en avril, la communauté de Split, à Split, accueil très chaleureux. Et le vendredi soir, vous aurez éventuellement la chance de prendre le kidouche avec la présidente et avec la centaine de membres qui se réunissent pour s'y retrouver de manière plus culturelle, on va dire, que cultuelle, puisque malheureusement, j'ai dû faire la prière tout seul. C'est ce qui arrive souvent aussi dans ces communautés. Non loin, à Targumouresh, en revanche, l'Orient s'éloigne, n'étant plus suggéré que par l'apport sur les extérieurs d'éléments subtils, des bulbes, qui pourraient très bien rappeler les constructions orthodoxes du monde slave voisin. À Médias, donc toujours en Transylvanie, l'entrée sobre est plutôt de type romano-oriental, et ça tranche clairement avec les pseudo-minarets qui surmontent en escalier les différents niveaux de l'édifice. Alors, je suis tombé sur des ouvriers très sympathiques qui m'ont proposé de rentrer alors qu'ils étaient en train de rénover le lieu et de prendre quelques clichés. Voilà à quoi ressemblait la synagogue lorsque je m'y suis rendu il y a 2 ans. J'espère que depuis, elle est dans un état plus convenable, mais cela est probable parce que la Roumanie s'est lancée dans un plan d'investissement majeur. Il rénove tout en Roumanie. Ce pays, si vous ne le connaissez pas, si vous n'y étiez pas, je vous le recommande vivement. Non seulement la population y est accueillante, chaleureuse, sympathique, elle ne jouit pas d'une bonne réputation pour les raisons que l'on connaît, mais ces gens sont vraiment bienveillants. Ils vous renseigneront très facilement sur le patrimoine juif. Je suis allé visiter, je me suis rendu là-bas pour retrouver 37 synagogues. Donc on a parcouru le Christiana, le Bana, le Maramouresh, la Transylvanie. Donc on a fait plus de la moitié de cette Roumanie, laissant pour un voyage ultérieur les confins orientaux du côté de la Dobrudja et de la Bessarabie qui sont vers la mer Noire. Pour retrouver une synagogue, il me faut en moyenne 3 fois susciter l'aide des locaux. Donc vous imaginez, 37 synagogues, vous multipliez par 3, ça veut dire que j'ai interpellé dans la rue pas moins d'une centaine de personnes. Pas une seule fois, je n'ai eu une mauvaise réaction, une attitude belliqueuse, malveillante. Au contraire, les gens sortent leur portable quand ils ont Internet et ils cherchent avec leur GPS. Ou alors ils m'accompagnaient, ou me racontaient une anecdote sur la communauté juive de jadis. Ou bien, simplement me disaient « Ah ben j'ai un grand-père juif ». Donc, la Roumanie, qui est méconnue et qui pâtit aussi d'une réputation sulfureuse pendant la période de la Shoah, parce qu'une très grande partie de la population a été tuée par les acolytes du dictateur Ionescu, c'est effectivement racheter une conduite, ou bien ce ne sont pas ceux que j'ai rencontrés. Mais en Roumanie, je n'ai pas eu de problème. Ce qui n'a pas été le cas, par exemple, en Bosnie-Herzégovine. Alors à Sarajevo, ça se passe bien. À Mostar, en Herzégovine, j'ai senti une ambiance tellement lourde, tellement dure, qu'on a repris la route et on a fait 300 km de nuit pour rejoindre Sarajevo. Pour moi, il était impossible de rester à Mostar 1 heure de plus. Chaque fois que je demandais synagogue, quelle que soit la langue, ou que j'employais le mot Yevresko, qui en serbo-croate signifie juif, on tournait les talons, on m'insultait, ou bien on me demandait si je voulais voir la mesjid, donc la mosquée. Donc il y a des territoires où vous serez mieux reçus que d'autres. Mais ne pensez pas que l'Europe de l'Est est homogène et que vous aurez des réactions similaires
d'un lieu à un autre, et surtout, il faut sauter des ornières. Ce ne sont pas forcément les États auxquels on pense qui sont les plus malveillants à notre égard. Et aujourd'hui, les Roumains ont décidé de restaurer toute leur ville, et très souvent, ils décident de restaurer par la même occasion les sites juifs. Alors là, vous avez une synagogue qui est en attente. Elle n'est pas très typique, elle n'est pas très belle. C'est la synagogue de Fagarash. Elle est quasiment sur le point de s'effondrer. L'intérieur est dans un état en déshérence. Hein. C'est vraiment triste de voir à quoi certaines synagogues ressemblent lorsque vous prenez un cliché à travers les fenêtres brisées. On voit l'étoile de David. J'ai mis un cliché par devant. Ah, il est à l'envers, on peut peut-être le retourner. Voilà. Cette synagogue a été très difficile à trouver. Elle est en centre-ville, en plein cœur de la cité. Et les gens ne savent même pas qu'elle existe. En fait, ils passent à côté. Et quand je leur dis, mais voilà la synagogue que je cherchais. Ah, c'est une synagogue. Ah bon, on ne savait pas. Donc là, c'est par méconnaissance qu'on passe à côté. Et elle est à proximité de la plus grande église locale. Alors, en parlant d'église locale, eh ben, ici on est à Karan-Sebesh, et ce n'est pas une église. Vous le voyez, il y a des étoiles de David qui surmontent les deux tours. On croirait vraiment qu'il s'agit d'un lieu catholique. C'est la synagogue de Karan-Sebesh, également en Transylvanie. Karan-Sebesh en Roumanie. C'est toujours la Roumanie? Oui, oui, c'est en Roumanie. Et celle-ci, doucement, je termine les explications. Et celle-ci a véritablement les formes d'une église traditionnelle. Elle ressemble en tout point à son homologue catholique qui est quelques rues plus loin. Alors ensuite on va présenter, également typique de la Roumanie, ce qu'on appelle la synagogue maison. Comme par exemple à Deva. Là, si c'était pas indiqué par des étoiles de David, on pense que c'est une habitation. Bon, là j'ai commencé à prendre quelques risques. Je suis monté sur un tas de gravats de l'autre côté du muret, et voilà les photos que j'ai pu prendre par une fenêtre cassée. Ah, je comprends pas pourquoi les clichés se sont retournés. Voilà donc l'intérieur qui attend d'être restauré. Les fenêtres sont pour la plupart brisées, et l'eau s'y infiltre malheureusement. Mais il va de soi qu'une synagogue maison n'est pas particulièrement typique et ne donne pas très envie de l'indiquer sur les chemins touristiques, donc elle tarde à être rénovée, contrairement à celle par exemple flambant neuve que vous avez vue tout à l'heure de Targou-Mourech avec ce côté orange bien pimpant, ou alors également celle dont je pourrais vous montrer ultérieurement des photos sur un autre dossier, parce qu'il y en aurait tellement, au nord de Sigitu Marmatzei, la ville de naissance d'Elie Wiesel. Alors là par contre ils se sont mis un point d'honneur à rénover tout le patrimoine juif du Maramourech, parce que c'est déjà une région très touristique, et puis en plus les gens viennent visiter la maison de l'écrivain prix Nobel américain, et donc ils savent que ensuite on voudra voir le lieu où il a prié enfant. Donc à Sigitu Marmatzei, qui est l'ancienne Siget, ville de naissance en Roumanie d'Elie Wiesel, et qui n'est pas à confondre avec Szeged dont je parlais tout à l'heure, qui elle se trouve de l'autre côté de la frontière côté hongrois, eh bien vous avez des synagogues flambant neuves tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, magnifiquement restaurées. Autre synagogue maison, celle précédente de Hatzeg. Également, non, la précédente, ça c'est Alba Iulia, qui est la plus ancienne de Roumanie. Alors je vais vous dire, ça c'est Hatzeg. Toute petite maison, vraiment très provinciale. On ne pouvait même pas y mettre 40 personnes à l'intérieur. Vous en faites le tour en, allez quoi, 30 secondes? Tellement c'est un îlot. Et elle est sur une petite place, limite un rond-point. La suivante, c'est la synagogue d'Alba Iulia. Alors, elle a comme intérêt le fait qu'elle possède un style très particulier. C'est la seule que je n'ai pas réussi à ranger dans une catégorie. Elle n'est pas le style oriental, elle n'est pas romano-byzantine, elle n'est pas néo-gothique, elle n'a pas la forme d'une église, elle a son style à elle, qui est inidentifiable. C'est pas possible de la rattacher à une autre synagogue dans cette région. Elle date de 1840 et elle est la plus ancienne de cette province, 1840. Parce que c'est la première de Transylvanie. En effet, Alba Iulia, cette ville qui porte encore un nom latin et qui possède d'ailleurs un patrimoine romain assez intéressant, est la première cité de Transylvanie à avoir admis l'installation de juifs sur son territoire. Et cette synagogue, je lui ai dédié un petit article récemment,
parce qu'elle a fait l'objet d'une réinauguration, pas plus tard qu'il y a 2 mois, en grande pompe, avec les autorités locales, régionales. Bon, ils avaient fait déplacer du beau monde pour montrer qu'ils s'intéressaient à ce patrimoine et qu'ils souhaitaient le remettre à l'honneur. Mais il reste des juifs dans ces régions? Alors, il reste des juifs. Par exemple, à Siget, la ville au Maramourech, donc on est à une encablure de l'Ukraine. Hein. Vous traversez la rivière et puis vous êtes dans le pays voisin, à Siget, donc dans la ville d'Elie Wiesel, vous avez une centaine de juifs. Et ils m'ont affirmé, mais comme je n'ai pas passé le Shabbat, je n'ai pas pu vérifier l'information, je ne pense pas qu'il m'ait menti, qu'ils faisaient un office le Shabbat et qu'ils avaient minyan. Dans la ville voisine, à Satou-Maré, que vous connaissez sans doute en raison du courant chassidique qui en est issu, qui est le courant Satmar, vous savez, les orthodoxes parmi les orthodoxes, hein, très anti-sionistes, très anti-Israël, qui portent des chapeaux en feutre très plat avec une longue redingote noire. En Israël, on les reconnaît tout de suite quand on arrive à l'aéroport Ben Gurion. Eh bien, le courant Satmar vient d'une ville également au nord de la Roumanie. Ils ont une très belle synagogue, également restaurée, qui ressemble en tout point à celle de Siget, même forme, même type de couleur. Et là-bas aussi, on m'a dit qu'il y avait une communauté. Et c'est assez marrant, autre petite anecdote, sur place, je demande, puisque c'est de cette ville qui est issu le courant chassidique de Satmar, je demande à la dame qui nous fait visiter le lieu s'il y a encore... Ah, si je vous fais ça, vous pensez à quoi? Voilà. Et moi, je pensais qu'elle allait comprendre que je demandais s'il y a encore des ultras orthodoxes, et elle veut me faire comprendre qu'ici ils sont religieux. Elle me dit non, les hommes sont en bas, les femmes sont en haut. Donc en fait, elle n'a même pas compris que je lui demandais s'il y avait des ultra-orthodoxes. Ils ont totalement oublié. Il n'y en a plus du tout. Là-bas aussi, ce sont des communautés soit très traditionnalistes, soit néologues. Mais n'allez pas chercher en Roumanie toutes ces communautés chassidiques qui soit ont migré vers Israël de manière précoce dans les années 1880-1920, soit ont été intégralement exterminées au cours de la Shoah. Il n'y en a plus. Vous n'avez plus de communautés ultra-orthodoxes comme il y en avait jadis en Roumanie. On n'en a pas trouvé une seule dans aucune communauté, ils ne comprennent même pas ce qu'on leur demande, puisque pour eux, ça n'évoque rien de leur passé. Alors, je pourrais vous entretenir de la Roumanie des heures durant. C'est un pays que j'ai adoré et que j'ai beaucoup arpenté. Mais il faut bien avancer. J'aimerais vous laisser une petite plage de questions avant de poursuivre et de terminer sur l'Europe du Nord-Est. Alors, est-ce que vous avez des questions dans un premier temps sur cette partie que nous venons d'aborder? Oui. Moi, sur la Roumanie, j'étais un petit peu surprise de ce que vous avez dit sur sa réputation. Moi, ma famille vient en partie de Galicie orientale, donc Ukraine aujourd'hui, et en partie de Roumanie. Alors, ce que je sais en tout cas, c'est qu'il y avait à peu près 800 000 juifs avant la Shoah. Et bien sûr, c'est un chiffre toujours trop énorme. Hein. On va dire qu'il y en a à peu près 290 000 qui ont été exterminés, mais c'est-à-dire que plus de la moitié, bien plus de la moitié des juifs de Roumanie ont survécu. Je sais que moi, toute ma famille qui était restée en Ukraine, il n'est plus resté personne, hein, ils ont tous disparu dans la Shoah par là, dans la région de Lvov, de Lviv, etc. Par contre, tous ceux qui étaient à Bucarest ont survécu et ont fait leur année. Alors il y a une explication très... C'est en Transnistrie que ça a été terrible. Oui, alors tout à fait. Il y a une explication très rationnelle à ça, et que j'explique dans le prochain article de la revue Abonnée, puisque j'en suis le responsable culturel et historique depuis maintenant l'année dernière. Dans celui-ci, vous trouverez un article que j'ai écrit sur les Juifs des Balkans, et dans le prochain à paraître, justement, je parle des Juifs de Roumanie. Et j'explique que Ion Antonescu, le dictateur de la Roumanie, a eu une attitude très ambivalente. Il était excessivement antisémite. Il était l'allié d'Hitler, et ses gardes de fer, enfin, les gens qui l'assistaient, donc c'était une ligue, comme une ligue d'extrême droite très antisémite, ont persécuté les Juifs locaux. Mais les déportations et les exterminations vers Auschwitz ont été particulièrement tardives. Alors, je ne peux pas vous entretenir de cette question au demeurant trop longtemps, parce que sinon on va s'éloigner de notre sujet initial, et puis on risque de ne pas avoir la possibilité de voir tout ce que je souhaiterais encore vous présenter. Mais voilà, vous aurez dans le prochain article, enfin dans le prochain numéro d'abonnés, 4 pages dédiées aux Juifs de Roumanie, où j'explique en fait ce qui s'est passé et la raison pour laquelle non seulement ils ont été exterminés en très peu de temps, comme les Juifs de Hongrie,
Donc ça s'est fait dans une période très courte. Et ce qu'on appelle Roumanie aujourd'hui, vous l'avez dit vous-même, la Bessarabie ou la Transnistrie, ce sont des termes qui sont problématiques d'un point de vue géographique, parce que les frontières étaient mouvantes. Donc il y a des parties où les Juifs ont été tout de suite exterminés dès 1941 par les Einsatzgruppen, donc ces soldats d'élite de la SS qui allaient pour assassiner les Juifs lors de la Shoah par balle. Mais effectivement, les Juifs de Transylvanie ou de Bucarest, qui est relativement dans le sud, ont été temporairement épargnés, alors même que ceux d'Ukraine avaient été exterminés dès 1941. Le massacre de Babi Yar, 33 000 morts, c'est en 1941. Je parlerai aussi, par exemple, dans l'article dédié aux Juifs de Roumanie, d'Odessa. Pourtant, Odessa, vous allez me dire, mais c'est en Ukraine. Sauf que c'était un territoire sous contrôle roumain pendant la Shoah. Et ce sont des Roumains qui ont assassiné en une journée, en quelques heures, la quasi-intégralité de la communauté odessite. Voilà. Une des plus grandes villes juives d'Ukraine et qui était surtout un symbole de la Yiddishkeit, puisque c'est là où est née notamment la musique klezmer. Voilà. Et ce sont des Roumains qui les ont massacrés, alors même que dans leur pays, eh bien, ils n'avaient pas forcément assassiné les Juifs de la région. Tout ça, c'est très très ambigu, très difficile à comprendre. Et dans l'article sur les Juifs des Balkans, j'explique de la même manière, j'en ai rapporté quelques-uns. Si certains sont intéressés ensuite, vous pourrez en prendre, vous pouvez le faire passer déjà si vous le souhaitez. Pour les Juifs de Bulgarie ou les Juifs des Balkans, de manière plus générale, il y a des phénomènes qui ont été très ambigus. Les Juifs de Bulgarie ont été quasi intégralement sauvés par les autorités bulgares. Boris III était l'allié d'Adolf Hitler, excessivement antisémite. Les trains étaient déjà plombés en partance vers Auschwitz lorsque 10 000 Bulgares se sont rassemblés devant le palais royal et ont menacé de destituer le roi s'il n'ouvrait pas les wagons. Et Boris III envoie un télégramme à Berlin en disant « Si je n'ouvre pas les wagons, vous perdez un allié, parce que là, ils sont au bord de la révolution et ils sont sur le point de me renverser. » Ils tiennent à leurs juifs, pour eux ce sont des Bulgares. Mais les Bulgares, qui étaient alliés des nazis, avaient obtenu, en gage de leur fidélité et de leur alliance avec le Troisième Reich, des territoires notamment en Macédoine. Et là, il n'y a pas un seul Bulgare qui s'est mobilisé pour venir en assistance aux Juifs de Skopje, par exemple, qui ont été quasi intégralement exterminés par des nazis, assistés par des Bulgares. Pourquoi? Parce que les Bulgares, et aujourd'hui encore, considèrent les Juifs de Bulgarie comme des Bulgares. Mais les Macédoniens, ce n'étaient pas des Bulgares. Pourquoi allaient-ils les sauver? Donc ça, ce sont des questions qu'il faut creuser, parce que sinon on ne comprend pas pourquoi dans certaines régions, effectivement, des Juifs ont été épargnés, parfois protégés par la population, parfois même protégés par les souverains qui, par ailleurs, dans les années 30, avaient fait preuve d'un antisémitisme assez sévère vis-à-vis de leur population, mais qui n'ont pas souhaité exterminer. Donc, je vous invite à aller voir Mussolini qui a sauvé la quasi-intégralité de ces Juifs. Les 8000 Juifs romains qui ont été assassinés, c'est lorsque Mussolini a été destitué et qu'il s'est retrouvé à la République de Salo, c'est son nom, la République de Salo, dans laquelle l'avait coincé Hitler une fois qu'il l'avait libéré des mains des Alliés. Et Hitler a dit, cette fois-ci, maintenant je vais m'occuper des Juifs de Rome. Et c'est comme ça que Primo Levi s'est retrouvé à Auschwitz. Mais avant cela, Mussolini, qui avait opprimé les Juifs d'Italie, s'était évertué à sauver les Juifs de son pays. Il les avait opprimés, il leur avait volé leurs biens, avait mis en place des lois un peu comme celle de Vichy, mais avait refusé systématiquement de livrer à son allié allemand les Juifs pour être déportés vers les camps de la mort. Voilà. Donc il y a des attitudes très ambivalentes. Il faut creuser ces questions vraiment dans le détail pour bien les comprendre. Alors je vais terminer avec la Roumanie et une synagogue que je souhaitais vous montrer pour finir ce passage roumain, parce qu'elle m'a beaucoup. Elle n'est assurément pas la plus remarquable, c'est la suivante. Son extérieur est simple. Il reprend des volumes assez harmonieux et il semble réunir les qualités des 3 modèles d'architecture juive roumaine précédemment cités. On a un petit peu les mêmes choses, mais de manière plus discrète, plus suggérée. On pourrait de prime abord la confondre avec un temple protestant, notamment les temples anglais, anglicans, ou ce qu'on peut voir par ailleurs sur la côte est des États-Unis.
Seule sa citation en hébreu au-dessus de la porte et ses tables de la loi au sommet la rendent reconnaissable et permettent de l'identifier comme une synagogue. Mais c'est surtout son présent qui m'a ému. Ouverte aux visiteurs, elle est administrée et entretenue par des juifs, mais aussi par des non-juifs. Ils se relayent dans la ville. Joyeux précieux de la splendide petite ville de Sibiu en Transylvanie, elle n'offre plus guère d'office depuis des années déjà. Mais à Sibiu, il reste quand même une vingtaine de juifs. Et ils sont très fiers de leur héritage, et le reste de la population aussi, et ils entendent le faire savoir. Donc ils ont rénové ensemble la synagogue, et j'ai rencontré leur doyen, Karim. J'ai rencontré leur doyen, M. Appelfeld, qui m'a beaucoup ému en me racontant ses pérégrinations au cours de la guerre. Voilà. Et qui était quand même âgé de 91 ans lorsque je l'ai interviewé dans les Carpates. Alors je ne sais pas ce qu'il est devenu depuis. J'espère qu'il est encore en vie, ce charmant monsieur, avec lequel nous avons immortalisé l'instant. Et comme partout en Roumanie, le drapeau d'Israël, bien présent, de manière systématique, et parfois même en pleine rue. Par exemple, dans la synagogue de Brachov, alors là on entend bien savoir qu'on est sioniste, jamais on imaginerait ça à Marseille ou à Paris. Il y a, alors pour ça, j'ai pas pensé à vous mettre la photo, des drapeaux d'Israël gigantesques qui donnent pignon sur rue. Et alors j'en ai dit, mais vous n'avez pas une histoire? Peu peur de quoi? On est chez nous ici. Donc parfois les attitudes sont plus démonstratives en Europe de l'Est, et l'antisémitisme qu'on imagine là-bas, il est souvent moins virulent que chez nous. Je vous raconterai à cet égard une anecdote par rapport au judaïsme russe et à la réaction assez remarquable qu'a eu mon hôte du Shabbat lorsque je lui ai dit que chez eux, on pouvait peut-être avoir peur de porter la kippa. Mais je lui laisse pour après. Alors pour conclure sur les Balkans et les Carpates, eh bien, ce sont des régions qui recèlent un important patrimoine mobilier. Conscients du potentiel touristique, les autorités sont généralement bienveillantes et cherchent à rénover les synagogues, mais les situations sont parfois urgentes, et certains lieux jadis magnifiques menacent aujourd'hui de s'effondrer. Alors cette synagogue, les photos ne sont pas de très belle qualité, je les ai prises sur internet, elles ne sont pas de moi, puisque je vous ai dit, je ne me suis pas rendu sur la mer Noire pour l'instant, je compte y aller. Non, attention, pas trop vite. Je présente d'abord la synagogue de Constanța, parce que la synagogue suivante, celle de Sani, c'est mon cliché. Mais ces deux clichés-là qui suivent ne sont pas de moi. J'ai écrit un petit article sur mon site il y a quelques jours sur la synagogue dont le toit s'est très récemment effondré. Donc sur la photo précédente, on voit lorsqu'elle était encore chapeautée de son dôme, et puis il y a peu de temps, malheureusement, la toiture a cédé, et voilà ce qui reste de l'édifice. Et il y avait donc un appel à dons pour permettre la rénovation de ce magnifique lieu. Et bien sûr, comme mon site est dédié au patrimoine et à la culture du judaïsme, j'ai décidé de lui venir en aide en lui faisant un peu de promotion, un peu de pub si on peut dire, de sorte à ce que les gens soient généreux et donnent. Je ne vous cache pas que ma passion me coûte assez cher. Voilà. Parce que dans chaque synagogue, laisser un petit témoignage de ma présence, quand on fait 37 synagogues en Roumanie et qu'on voit la détresse dans laquelle se trouvent les communautés et leur patrimoine, il va de soi que je vous encourage à laisser chaque fois un petit billet de 5 €, quelque chose qui leur permette de subvenir aux besoins des rénovations. Donc ça, c'était à Constanța. Maintenant, voilà encore une synagogue, celle de Sani, qui est dans un état terrible. Là, c'est le voisin qui me dit, parce qu'il m'a dit que j'essaie de m'approcher, mais il y a une clôture. Et il me fait signe, il m'appelle. J'approche avec mon appareil photo, et il me dit, il faut passer par derrière. Il me fait signe comme ça, il faut passer par derrière. Vous savez, moi, mon niveau de roumain se limite à une centaine de mots. Je fais toujours l'effort d'apprendre un peu de vocabulaire des pays que je visite, de sorte à pouvoir communiquer avec les gens. Voilà, j'ai tous compris les gestes. Donc j'ai suivi les indications du gentil monsieur. Je suis allé par derrière. Et effectivement, il avait raison, il y a une fenêtre cassée. Dont, depuis le jardin duquel il est arrivé, effectivement, à voir. Et il me dit, vous allez pouvoir prendre photo. Ok? Alors, voilà les photos de l'intérieur de la synagogue de Sani. Donc, ça c'est à travers les barreaux. Puis ensuite, j'ai zoomé. Donc là, j'ai sorti du gros matériel pour avoir une vue un petit peu plus claire. Et voilà l'état de la synagogue. Ok, une minute de silence. Parce que c'est pas la seule qui est comme ça. Et celle-ci, malheureusement, elle est totalement en dehors des circuits touristiques. Je m'y suis rendu
que parce que j'avais eu une information dans mes archives. Hein. En moyenne, un voyage me prend 4 mois en amont à préparer. Donc je compile ces archives, je vérifie toutes les cartes postales possibles et imaginables sur la région. J'interpelle dans les communautés les différentes personnes qui en sont issues. Je leur demande où est-ce qu'il y a du patrimoine. Et ensuite, je me rends dans les différents lieux. Alors parfois, on a failli mettre les voitures de location dans des situations assez catastrophiques, parce que avec les éboulements, les glissements de terrain, les chemins qui n'en sont pas. Bon, on va dire que la Roumanie, ça va. Sauf à Saini, où là les routes sont un peu comme celles d'Ukraine, assez inexistantes, il n'y a pas de tarmac dans certaines rues. Et parfois c'est un peu périlleux de s'y rendre. Alors vous imaginez bien que là ils ne vont pas rénover tout de suite parce qu'on n'a pas croisé âme qui vive qui ne soit pas roumanophone. Il n'y a personne qui parle ni l'anglais ni l'allemand, c'est totalement en dehors du circuit habituel. Voilà, et on termine par 2 autres synagogues qui m'ont beaucoup plu, celle de Gerla et de Dej. Voilà. Donc ça c'est à Dej, elle est très belle, elle paraît très belle, en réalité elle aurait besoin d'un petit coup de blush pour lui permettre de retrouver son charme d'antan, avec une petite voiture de location. Oui, toujours en Roumanie. Et celle de Gerla, alors une ville qui est tristement célèbre pour avoir accueilli les pires camps et les pires lieux de torture pendant la période communiste. Donc Gerla, malheureusement, n'est connue que pour cela, alors que sa synagogue a un charme fou. Et c'est d'ailleurs, pour ceux qui connaissent déjà ma page, l'image que j'ai mise en devanture, c'est celle-ci que j'utilise, parce qu'elle m'a beaucoup ému, avec ses murs qui s'effritent, son inscription hébraïque, ses petites formes orientales, et son chapeau qui représente de manière symbolique mais assez discrète les tables de la loi et son étoile de David sur le portail. Passons à l'Europe slave. Alors, l'Europe slave, un passé tourmenté qui cherche à se reconstruire. La Pologne, voilà, dont nous voyons la seule synagogue qui a survécu à la Shoah parce qu'elle a été transformée en étable. La Pologne était parcourue avant-guerre de milliers de petites communautés. À Varsovie même, la capitale, comme je vous le disais en introduction, il n'y avait pas moins de 300 synagogues. Il n'en reste aujourd'hui, en tout et pour tout, qu'une seule. La synagogue Nozick est la seule, en effet, à avoir été épargnée par la fureur des destructions au cours des pogroms spontanés, des destructions lors des bombardements intensifs de la ville lors de la libération. Transformée en étable par les nazis, elle présente un intérieur assez fidèle à ce qu'elle était jadis, mais qui n'a rien de très spectaculaire. Donc je me suis épargné de vous donner les photos de l'intérieur qui, pour le coup, en plus, n'étaient pas très bonnes. Lorsque je l'ai prise, on était en train de faire l'office de Mincha, on était en semaine, et je ne voulais pas déranger la communauté. Et après, il fermait la porte, donc je n'ai pas demandé qu'on allume les lumières, et donc le cliché n'est pas particulièrement beau, mais ce qui est très beau, c'est d'avoir pu faire Mincha dans cette synagogue, qui est un véritable mémorial de ce lieu où les Juifs ont été exterminés comme du bétail. Alors elle arbore fièrement son étoile de David, aujourd'hui encore, hein, vous voyez, dans le petit cercle, dans un quartier intégralement reconstruit après-guerre. Donc c'est l'un des seuls bâtiments qui a survécu de ce quartier très central de Varsovie. Plus émouvant encore, les ruines de l'ancien ghetto juif. Voilà. Alors, les ruines n'abritent plus de maisons. Le ghetto juif a quasiment intégralement brûlé ou été détruit. Ces maisons ont été incendiées. Vous voyez que les fenêtres sont barricadées avec des panneaux de bois. Et il y a des clichés d'anciennes victimes du nazisme qui sont posés sur les façades en signe de souvenir. Alors c'est le ghetto juif que vous connaissez grâce au film de Roman Polanski, le pianiste. Lui-même en a été un des rescapés. Il a réussi à s'enfuir par les égouts, comme un autre personnage qui a bercé ma jeunesse, Zichrono Livracha. J'ai une pensée pour le rabbin Ephraim Rosen. Je suis un petit peu ému, excusez-moi, je l'ai bien connu, qui était un enfant à l'époque et qui s'est enfui par les égouts et qui est le seul survivant, me semble-t-il, de sa famille, et qui est niftar. Il est décédé il y a quelques années à Strasbourg. Alors, plus guère habité, les quelques bâtiments encore debout agissent, là vous en avez un autre, au centre-ville, un peu comme des mémoriaux avec leurs grandes affiches de gens morts au cours de la Shoah, ou de manière plus discrète au milieu des ce qu'on appelle Plattenbauten en allemand, qui sont ces immondes immeubles, ces cités dortoirs créées dans les années 50, 60 et 70 par les communistes un peu partout en Europe de l'Est. Donc voilà,
Un site qui date d'avant-guerre au milieu de ces façades qui rappellent un autre drame de l'Europe de l'Est et qui parfois, dans les mémoires, évince un petit peu le souvenir de la Shoah, le communisme soviétique. À Lublin, outre le camp de la mort de Majdanek, que je ne souhaite pas présenter ici parce qu'on ne va pas plomber l'ambiance non plus, c'est pas le but, on trouve encore la synagogue du Rav Shapira, le créateur du Daf Yomi. Alors, elle est bien signalée. Beaucoup de groupes scolaires s'y rendent, notamment ceux de l'école où j'enseigne, l'école Ganami de Marseille. On a l'habitude effectivement de faire un circuit qui comporte la ville de Lublin et nos élèves de lycée vont prier dans la petite synagogue qui se trouve à l'intérieur, qui n'est bien sûr pas celle d'origine, puisque le bâtiment a été sérieusement endommagé, mais on voit quand même qu'il date d'avant-guerre avec ces colonnes d'entrée de type dorique, et puis au premier étage des colonnes de type ionienne. Voilà, donc un style assez classique, plutôt discret, dans un quartier qui jadis a été très juif. Le cimetière juif n'est pas très éloigné de ce site. Et puis juste à côté, le cliché suivant, vous allez voir l'ancien hôpital juif où ont été assassinés directement par injection les blessés, les malades. Hein, on ne s'est même pas évertué à les transporter jusqu'au camp voisin qui est à la sortie de la ville, le terrible camp de Majdanek, qui, si vous voulez voir à quoi ressemble un camp de la mort, et le terme intéressant n'est absolument pas adapté, mais est le plus recommandé à voir. Si Auschwitz est devenu un musée, et personnellement je trouve que ça n'est pas une idée intelligente d'avoir mis en place des fast-food à sa sortie, des écouteurs pour permettre aux visiteurs de mieux comprendre ce qu'était ce site. À Majdanek, vous n'avez rien. Vous rentrez dans le site, il n'y a pas de guérite, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de gardien. Vous rentrez sur le site, tout est en train de rouiller, de tomber en pièces. Les barbelés sont gris de poussière, sont orange. La chambre à gaz est disponible dès la droite, et puis vous avez le funérarium au bout, avec les cendres de ceux qui n'ont pas pu avoir de sépulture. Et puis quelques baraquements avec de maigres explications à l'intérieur. Et ce camp, là on voit vraiment la bêtise ou l'antisémitisme des Polonais, dont on parle très fréquemment dans les médias. On le voit malheureusement actuellement encore avec le regain d'extrémisme nationaliste et les marches au flambeau vespérales auxquelles on assiste ces dernières semaines. Vous avez les cuisines de certaines maisons qui donnent sur le camp, sur l'ancienne chambre à gaz, sur les baraquements, sur le funérarium. Voilà, vous avez des immeubles, mais à 2 mètres de l'entrée du camp. Et comme à Auschwitz, vous avez des enfants qui vont faire du vélo à l'intérieur. Donc là, effectivement, il faut bien s'accrocher quand on arpente ce type de site, parce qu'on est très 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 en colère. Et je vous disais, en Roumanie, je n'ai pas vu ce genre de scène immonde, d'enfants torse nu qui jouent à l'intérieur d'un site où, mine de rien, on a 750 000, si je ne me trompe pas de chiffre, 750 000 personnes qui ont été sauvagement assassinées au cours de la guerre, puisque c'est un des 4 pires camps de la mort. Et c'est juste à la sortie de Lublin. Un peu à l'extérieur du centre, on est tombé presque par hasard dessus, des pierres posées, sans aucune explication, mais comme j'en ai vu dans d'autres pays, je sais exactement ce dont il s'agit. Elles ont été grattées, on voit bien que ce sont d'anciennes stèles, ce sont des matzevot, et elles ont servi de matériaux de construction. Alors, j'ai eu l'occasion de le voir également à Vilnius, où un membre de la communauté m'a dit, si vous allez à la bibliothèque, empruntez un livre. Je ne comptais pas me rendre particulièrement à la bibliothèque, mais une fois qu'il m'a dit ça, je suis allé pour voir. Il m'a dit, faites un grand pas, une grande enjambée, parce que les tombes, c'est peut-être celles de mes grands-parents. En effet, les communistes, donc là ce ne sont pas les nazis, ont pris les tombes du cimetière juif de Vilnius, comme on l'a fait en Pologne et en Ukraine, et les ont réutilisées comme matériaux de construction pour en faire des marches d'édifices publics. Alors à Vilnius, ils ont décidé d'en laisser 3 à l'entrée d'une des bibliothèques, et les autres ont été redéplacés après la chute du bloc soviétique et ont été disposés près de la forêt,
hyper loin. On nous a dit, ah, c'est pas loin, vous marchez dans cette direction. Et on a marché des centaines de mètres. Et avec mon épouse, on se disait, mais c'est pas possible, ils l'ont mis où le mémorial? Bah, le plus loin possible, pour surtout qu'on s'en souvienne pas. Et qu'on n'en ait aucune indication de tous les crimes qui ont été commis, généralement par la population elle-même. Dans les pays baltes, désolé de le dire si certains sont originaires de là-bas, l'antisémitisme, il n'est pas ancien. Il est moderne, il est contemporain. Je suis arrivé par Helsinki. On arrivait de Finlande, on rentre dans le port estonien de Tallinn. Première personne qu'on croise, croix gammée, sur le bras. On arrive à Riga, on voit un type à vélo. Je m'effraie, il est torse nu, immense aigle nazi avec une croix gammée dans le dos. On arrive à Vilnius. Je croise deux bonhommes en sortant de la synagogue que je suis allé visiter. Deux types avec des croix gammées et des sigles SS tatoués tout le long. Et je dis aux gens, mais il n'y a pas d'interdiction dans ce pays? Ah non, non, non. Et ici, les nazis sont même considérés comme des héros. Alors, je n'en aurais pas cru mes oreilles, si effectivement je ne tombais pas soudain au centre de la ville de Riga, en Lettonie, sur un mémorial dédié aux légions SS qui ont libéré le pays des hordes sauvages de communistes. Voilà. Et en fait, là-bas, ils sont très remontés contre les Russes voisins. Et ils entendent le leur dire. Donc tout ce qui a permis à un moment donné de chasser la méchante faucille et le marteau est considéré comme ami. On va au musée de Riga. Là, je demande à voir un responsable. Je leur dis, elle est où la partie dédiée à la Shoah? Il y a un mur. Vous avez exterminé la population. Pas un seul mot sur le rôle joué dans les pogroms par les Lettons. Les Lettons étaient les principaux artisans de la Shoah à l'Est. Ils étaient gardiens de camp à Sobibor. Ils étaient gardiens de camp à Liepaja. Ils ont participé aux exactions. Il n'y a pas un mot dans le musée. Et quand je dis cela à la responsable du musée, j'ai eu de la chance, on m'a présenté la directrice, elle me dit, oui mais ici c'est un musée dédié à l'histoire de la Lettonie. Et je lui dis, donc vos juifs ne sont pas lettons? Alors elle me dit, ben, ils sont juifs. Voilà. Donc, quand je vous dis qu'en parlant avec les gens, on se rend compte aussi des attitudes, un travail sur la mémoire, un travail sur le patrimoine et la culture nous apprend aussi à mieux connaître les populations, leurs aspirations pour l'avenir, à savoir ce qu'ils souhaitent et à imaginer ce que vont devenir ces petites communautés. À Riga, il y a encore 6000 juifs. Il y a 2 lieux où vous pouvez manger cachère, il y a des offices, il y a des synagogues, mais ils savent qu'ils vivent dans un lieu hostile, très hostile. À Vilnius, la situation est encore pire. Là-bas, je portais systématiquement une casquette. Je ne me serais pas amusé à arborer une kippa parce que vous êtes garanti de vous faire jeter dans un fossé. Et je ne suis même pas sûr qu'au cours d'un procès, le criminel serait plus inquiété que cela. Parce que les autorités sont très compatissantes, semblerait-il, en Lituanie avec les gens qui commettent des exactions racistes ou antisémites. Le patrimoine juif tel qu'on surnommé avant-guerre, on parlait justement de Vilnius, la petite Jérusalem du Nord, qui était la ville du Gaon de Vilna. Vilnius, Vilna, c'est la même ville. Père de l'édition du Talmud moderne. Toute personne qui connaît un Talmud aujourd'hui, c'est l'édition qui a été réalisée dans cette région. N'est plus qu'une ombre dans l'immensité de la terreur. Au milieu des croix gammées se dessinent encore quelques maigres vestiges. Et je vous présente très rapidement la grande synagogue, qu'on appelle également la synagogue chorale, construite entre 1899 et 1903, qui est la seule à avoir survécu à l'occupation nazie. Alors très orientale à l'intérieur, elle a conservé une partie de son charme d'origine. Ce ne sont pas des dommages dus à l'humidité, ce sont des petits nuages, ce qu'on voit précédemment sur la photo d'avant, la coupole, on voyait les taches blanches, contrairement à d'autres synagogues que je vous ai présentées qui sont dans un triste état. Là, en fait, ce sont des nuages. De même que par exemple à la synagogue de Nazareth, on a des étoiles, on a un ciel étoilé pris de nuit. Donc ce sont des motifs très typiques dans les synagogues d'Europe de l'Est également. Le ciel rappelle ce fameux Dieu, ce Shama Mephorach qu'on n'a pas le droit de représenter. Donc on imagine qu'il est aux cieux et on essaye de s'en rapprocher de manière allégorique par des ciels peints. Parfois au détour d'une rue, on tombe également, comme par magie, sur un vestige perdu du passé. Time, merci.
Alors on passait près d'un commerce, et puis à l'intérieur du commerce, je sais pas, il y a peut-être un mazal qui fait que mon regard est toujours attiré par ces choses-là. Je tourne la tête et je vois à l'intérieur, au loin, à 8 mètres plus loin, à peu près comme là où se trouve le rideau, je vois une inscription écrite en hébreu. Je rentre et je m'aperçois que c'est écrit en yiddish. C'est une inscription qui a été conservée d'un ancien commerce d'avant-guerre, mais qui, lui non plus, n'est pas indiqué par un panneau ou une enseigne quelconque et qui permettrait aux visiteurs juifs de le retrouver. Et il ne se trouve pas plus dans les guides touristiques. Il est dans l'ancien quartier juif, bien sûr. Si vous passez par Vilnius, n'oubliez pas de faire un détour à 33 km de là par le petit village de Trakai, une ville très étonnante qui est la cité des Karaïtes. Les Karaïtes, c'est une secte juive qui aujourd'hui n'appartient pas à ce que l'on appelle le judaïsme traditionnel ou orthodoxe. Les juifs ne se marient pas avec des Karaïtes, ils ont des traditions trop éloignées des nôtres de nos jours. On en retrouve beaucoup en Californie, en Israël, il y en avait une communauté en Égypte, également en Ukraine et en Lituanie. Ils ont posé un gros problème d'ailleurs aux nazis, un cas de conscience. On a des messages qui ont été envoyés à Berlin par télégramme. Alors on est en train de tuer tous les juifs de la ville, mais on nous parle de Karaïtes. Ceux-là ils sont juifs, on les tue ou on les tue pas? Et donc il y a des endroits où les juifs ont été tués parce que les Karaïtes ont été tués parce qu'on les a confondus avec des juifs. Et la plupart du temps, les Karaïtes se sont totalement dissociés pendant la Shoah des communautés. Et on dit non, nous, on n'a rien à voir avec vous. D'ailleurs, on ne peut pas vous sauver parce que sinon, on va nous associer. Et ça, on ne le voudrait pas. Donc, il y a des pays où Karaïtes et Juifs veulent vraiment pas se voir. Par exemple, en Ukraine. À Trakai, bah là, il y a eu un cas de conscience. Et la majorité d'entre eux n'ont pas été tués. Alors que dans la région d'Odessa, ben, certains, malheureusement, ont été passés par les armes parce qu'on les a confondus avec des juifs, vu que chez eux, on trouvait des livres écrits en hébreu. Effectivement, ils utilisent une graphie hébraïque, mais pour retranscrire une langue turque. En fait, c'est du turc tatar, en hébreu. Je vous disais tout à l'heure que, originalement, je suis spécialiste de l'Orient. Ma spécialité universitaire, c'est le monde turc. Donc je lis le turc, je lis l'ouzbek, et j'ai été très étonné effectivement de pouvoir lire en caractères hébraïques le tatar qui ressemble un petit peu au turc de Turquie. Donc c'était un peu étrange pour moi de voir mes deux passions se rattacher au travers de ces livres qui sont conservés dans un petit musée karaïte qui est établi non loin de l'ancienne Kenessa, donc c'est le nom qu'ils donnent à leur synagogue, l'ancienne Kenessa de Trakai. Je crois qu'on est peut-être passé par la photo d'ailleurs. On est peut-être allé trop vite. À mon avis, c'est cliché. Non? Alors, il y a eu une inversion. Pardon. Voilà, là la Kenessa. Donc je n'ai malheureusement pas de cliché intérieur. Je suis resté des heures dans la ville en espérant que quelqu'un puisse m'ouvrir. Impossible. Il y avait un portail, donc je n'ai même pas pu m'approcher pour essayer de voir par la fenêtre. De toute manière, je pense que du haut de mon 1,70 m, je n'y serais pas parvenu. Comme vous le voyez, il n'y a pas de fenêtre au niveau du sol. Et puis, vous avez également des maisons très particulières dans la rue qui fait face à la Kenessa. Alors là, les photos ont été mélangées, je ne sais pas ce qui se passe. Ce sont des maisons typiques karaïtes. Vous allez me dire, bah, ce sont des maisons. Non. Par rapport à tout le reste de la ville et par rapport à tout le reste de la Lituanie, elles ont quelque chose de distinctif. Elles ont 3 fenêtres. De face, c'est une obligation chez les Karaïtes, de la ville de Trakai. Elles sont très colorées et elles sont tous dans la même rue, face à la Kenessa. Alors les 3 fenêtres, elles ont une signification. En fait, la fenêtre sommitale, celle qui est à l'étage supérieur, c'est pour Dieu. La fenêtre, les 2 fenêtres d'en bas sont à la fois pour la communauté et à la fois pour l'empereur Vytautas. Vytautas, c'est cet empereur qui au Moyen-Âge est allé chercher les Karaïtes en Ukraine, du côté du Tatarstan, hein, là où il y avait des Tatars, d'où leur langue, et qui les a ramenés au cours d'une expédition vers cette ville de Trakai, non loin de Vilnius, pour les y installer. Et ils lui sont gré justement de les avoir amenés là, parce qu'ensuite il les a protégés. Et donc il y a encore une fenêtre qui lui est dédiée, près de 6-7 siècles plus tard. Mais, oui. Il y en a encore des Caraïbes. Ah oui. Et donc il y a des offices alors. Je n'y étais pas un Shabbat, j'y étais en semaine, mais on m'a affirmé qu'il y avait encore quelques dizaines de Karaïtes qui vivaient dans la ville. Voilà. Mais je ne les ai pas rencontrés. Il y a une communauté karaïte à Istanbul que je connais un peu mieux, puisque
je travaillais sur mon tour, donc à Istanbul, on va dire que je connais pas mal les communautés juives de différentes obédiences, mais celle de Trakai, malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer plus qu'une personne qui gardait justement le musée, avec laquelle on a eu un peu de mal à converser. Mon niveau de lituanien, pour le coup, se limitant à 2 mots. Voilà. J'aurais tant à vous dire encore, mais le temps file. Arrêtons-nous simplement un instant sur Riga et sa splendide synagogue. C'était la photo précédente, puisqu'il y a eu une petite inversion. Encore avant. Donc l'extérieur. Non, avant. Ça, c'est l'intérieur. Non, avant. Ça, c'est la Kenessa de Trakai. Ah, je suis pas carré. Cette synagogue qui a un style très particulier. Ouais, c'est de ma faute, je l'avoue. Cette synagogue qui date du début du XXe siècle, qui est en style Art Nouveau égyptien. Alors il y en a très très peu dans le monde de ce style. Déjà les synagogues Art Nouveau, il n'y en a pas beaucoup. Je vous en ai présenté quelques-unes quand même. Il y a celle de Subotica qui est en rénovation avec les échafaudages dans le nord de la Serbie. Vous avez celle-ci également et qui est en style égyptien, ce qui est très très rare. L'intérieur le montre un peu mieux et surtout l'entrée au niveau du hall. Alors là vous avez donc des colonnes qui effectivement donnent l'idée de ce qu'on pourrait imaginer en Égypte, dans l'Égypte pharaonique. Et puis vous avez un autre cliché, le hall d'entrée, plus loin. Non, eh ben je sais pas où c'est passé, peut-être qu'on tombera dessus après, désolé. Mais là, pourtant j'avais... Non, elle est pas avant. Ah ben là, ça m'embête parce que j'avais vraiment organisé. Bon, pour tout vous dire, j'avais même fait un PowerPoint. Bon, alors on va s'arrêter sur ce cliché. Ici, une histoire émouvante. J'ai tenu, malgré le danger évident dont je vous parlais tout à l'heure, à porter cette kippa. On est dans un quartier assez excentré, où se trouve une synagogue dont j'avais entendu parler. C'est une synagogue mémoriale, un véritable vestige. 300 juifs ont été assassinés, brûlés vifs dans cette choule, des femmes, des enfants. Et j'ai souhaité porter la kippa sur mon cliché, pas de casquette. Je voulais bien qu'on soit clair au moment où je prenais cette photo et que des gens sachent que on avait encore un sentiment et des émotions pour ces personnes qui ont été sauvagement assassinées dans cette ville de Riga par la population locale. Et j'ai bien fait. Parce qu'au moment où j'allais sortir de la synagogue, un monsieur me fait signe, 80 ans peut-être, et il me parle, alors en letton, mon vocabulaire letton est particulièrement limité, il me demande si on peut converser en russe, là je parle un petit peu plus, et je comprends qu'en fait il veut m'amener vers un endroit, donc je le suis, on arrive 30 mètres plus loin, il me montre une maison, et il m'explique qu'il a vu son copain d'enfance se faire assassiner devant ses yeux, ici, et il avait les larmes aux yeux, et j'ai compris que lui était chrétien, il m'a montré sa croix, il me dit je suis chrétien, et mon copain avec qui je jouais au foot dans la cour, ils sont venus le chercher, et ils l'ont tué. Donc il y a quand même des gens qui ont ce souvenir, et il y avait une plaque sur la maison, parce que les exactions ont été commises dans cette maison. Et il y a aussi un petit mémorial juste à côté de la synagogue qui signale que le lieu a été qui est aujourd'hui un sanctuaire. Il y avait quelques fleurs qui étaient posées à proximité, mais ça n'est pas particulièrement indiqué. Plus émouvant encore, là on monte dans l'émotion, ces rues qui sont celles de l'ancien ghetto, de l'ancienne vie juive de Riga d'avant-guerre. Si vous allez à Riga, c'est pas ce qu'on vous fera voir. Si vous allez voir le Riga juif, par contre là, vous découvrirez ça. Ces photos, j'ai pas attendu qu'il y ait personne dans les rues. C'est vraiment vide, c'est vide de monde. Là on est en été, alors ça se voit pas particulièrement. Le ciel est sombre, il a plu très fort pendant cette semaine-là. Les maisons sont encore en bois. Contrairement à la Pologne, les demeures ont été vidées de leurs habitants, mais les maisons ont été conservées. Vous reprenez des photos de 1939, vous les mettez en noir et blanc, c'est ça que vous verrez. Le ghetto de Riga est intégralement conservé. Vous avez tout en place. Et tout au bout, on m'a indiqué un petit cimetière. Alors on a marché 1 kilomètre, là on a été déçus. Il n'y avait plus qu'une tombe qui fait office de mémorial avec une étoile de David et c'est tout. Et là, quand je suis revenu vers le centre-ville, j'ai demandé à des gens bien renseignés, mais où sont les tombes? Ils m'ont dit on ne sait pas. Il y a peut-être des corps en dessous, on ne sait pas non plus,
mais voilà ce qui reste du cimetière juif d'avant-guerre. Tout le quartier est inhabité au jour d'aujourd'hui? Non, non, il est habité. Ah, c'est tout à fait. Il est habité, c'est juste que là, il y avait vraiment personne. On voit mon épouse sur le cliché, de l'autre côté, mais c'est mon épouse, il n'y a personne d'autre. Ah, donc je sais pas, il y a des maisons qui sont peut-être fermées, mais il y a quelques voitures, donc j'imagine qu'il est quand même habité. Et alors en plein milieu, 300 mètres plus loin, je vois sur une porte écrit en hébreu et en yiddish. C'est une yeshiva. Ils ont décidé de se réinstaller là. Donc il y a une yeshiva à Riga. Ah non, mais c'est une communauté vivante. Hein. À Riga, il y a une communauté qui entend se faire voir. Ils ont de quoi restaurer les touristes de passage. Ils ont un musée juif qui, pour le coup, parle de ce qu'il faut dire concernant la Shoah et les crimes perpétrés par les Lettons eux-mêmes. Et puis, il y a ces différents sites que je viens de vous présenter. Je termine 10 minutes pour vous parler de la Russie. J'espère ne pas avoir été trop long. La Russie, splendide. Un véritable temple sorti de l'Antiquité, c'est la grande synagogue de Moscou. Alors les Juifs n'ont connu dans ce pays qu'un rayonnement très tardif, mais il a été bien compensé par des édifices majestueux, splendides, immenses. La synagogue de Saint-Pétersbourg est l'une des 3 plus grandes de la planète. À Moscou. On n'a pas le droit. Non. Donc on adopte des styles plus classiques pour se démarquer du modèle chrétien et en même temps pour surtout ne pas passer pour oriental et turcophone. Une colonnade de chapiteaux peu conventionnelle, pseudo-ionien comme on a vu tout à l'heure. L'intérieur, quant à lui, reprend tous les standards photographiques précédents classiques, tous les standards régionaux. Là, par contre, on rappelle qu'on est dans un monde de type byzantin. Alors la profusion de dorures, comme on le voit dans les cathédrales locales, rappelle les ornements de l'ancienne Byzance, et également l'influence du monde chrétien orthodoxe voisin. À Saint-Pétersbourg, 1880-1888, donc une synagogue qui a mis très longtemps à être construite, qui, je vous disais, est l'une des plus grandes de la planète, deuxième plus grande en Europe, Judéa Ladoani, qu'on a présenté tout à l'heure pour Budapest. Elle a été transformée en hôpital au cours des 2 guerres mondiales. Son intérieur n'a pas été totalement concerné. Il a été détruit notamment lors des bombardements de la Seconde Guerre mondiale. Et comme l'édifice a été particulièrement endommagé, il a dû être reconstruit après le siège de Leningrad par l'armée allemande. Alors je vous le montre quand même. L'intérieur est très beau, immense. Voilà. Avec l'étage des femmes. Et puis en bas, suffisamment de place pour remplir 2 à 3 fois Breteuil. Perdu dans les tréfonds de la Russie d'Europe. Ça c'est mon petit joyau. La synagogue de Kostroma. Une isba, alors là je me trouve avec le rabbin local qui est un chabad, et très souvent dans ces communautés un peu perdues, il y a des Lubavitch qui viennent aider les communautés. Et lui il a tenu à me dire, moi je ne suis pas Lubavitch parce qu'on m'a envoyé en Shtérut. Nous on vient du cru. Parce que cette synagogue a abrité le rabbin du courant Lubavitch dès 1900. C'est une synagogue Lubavitch, chabad, depuis les origines. Et il venait précédemment de célébrer le 105e anniversaire quand je m'y suis rendu en, je crois, 2012. Je pense que c'est le 17 de 2012, si je ne m'abuse. À côté de moi, Misra, qui est un joaillier, qui est parti d'Israël. Il est d'Azerbaïdjan. Il a vécu longtemps après son allié en Israël. Et puis, en repartant en Russie, il s'est rendu compte que des gens avaient besoin de retrouver leur rite, leur culture. Et il a décidé de rester à Kostroma, à 400 km au nord-est de Moscou, pour aider la communauté à apprendre à mettre les téphilines, à lire dans la Torah et à faire les quelques bar mitzvot qui s'imposent. Et puis la jeune fille, elle est du cru, elle est née à Kostroma, très fière de son identité, et à Kostroma, on dirait que l'antisémitisme n'existe pas. Les musulmans, avec leur imam, comme les chrétiens, les orthodoxes comme les catholiques, se sont rendus à la réinauguration, à l'anniversaire de la synagogue, au cours duquel on a bien voulu signaler qu'il y avait également le chef de la voïvodie, donc l'équivalent du président du conseil régional chez nous, le maire de la ville, et donc on a montré des superbes clichés où on a l'impression que c'est le plus beau des mondes dans l'univers, tout le monde s'aime. Effectivement, pour trouver cette synagogue, j'ai demandé à beaucoup de gens parce qu'elle est complètement paumée et je ne savais pas à quoi m'attendre, donc j'ai interpellé une dizaine de personnes et tous ont été très très sympathiques. 3 ont quand même fait le chemin avec moi. Ils m'ont dit c'est très difficile à trouver, je vous emmène. Et après, ils se séparaient et ils me remettaient entre les mains de quelqu'un d'autre. Et c'est comme ça que j'ai pu trouver cette isba qu'on va voir sur le cliché suivant. Alors ça, juste avant le cliché suivant, ça c'est dans l'ancien bunker
où ils s'abritaient si, alors ce qui n'a pas été le cas, mais ils avaient prévu un bunker au cas où les nazis arrivent profondément et n'approchent de l'Oural, eh bien on voulait aussi se protéger, donc on a des bunkers dans ces zones-là. Et ça, c'est m'a affirmé le rabbin local, l'attaque d'origine qu'il y avait dans le bunker pendant la guerre et que voient aujourd'hui les 7 élèves du Talmud Torah du dimanche. Je dis, moi, quand même, 7 élèves au Talmud Torah. Il dit oui, je vous précise, j'en ai 4 à moi. Voilà. Et ensuite, alors on a été reçus, mais comme des rois, ils étaient tellement contents d'avoir des touristes, ils ont sorti les gâteaux, les boissons, ils m'ont dit vous voulez du fromage, on a du fromage cachère, ils m'ont fait goûter le fameux kvass, la boisson locale. Je ne savais pas si je pouvais en trouver du cachère, je ne connaissais pas les marques locales autorisées. Alors, bon, vous avez compris, je suis assez orthodoxe. Mon parcours atypique. Ah non, faut attendre là. Non, ça c'est après. Ah mais c'est votre fil. Pardon, non. Et il n'y a donc, pas la synagogue. À Kostroma, mais quoi, il n'y a pas la synagogue? Elle n'y est pas. Ah non. Vous m'avez oublié. Bon, alors elle doit être plus loin. La synagogue est encore j'adore, en bois et c'est un elle a prof. été totalement sauvegardée malgré son vieil âge, puisqu'elle est plus que centenaire. Et l'extrême générosité, si vous allez dans les tréfonds russes, vous serez plutôt bien accueillis. Et je termine, voilà, par. Je l'avais promis la semaine dernière, chose promise, chose due. Voilà. Ça, c'est mon côté inédit. Vous ne verrez pas ces photos ailleurs, ni sur Internet, ni dans les livres, ni dans des guides. Ça, je peux vous l'assurer parce que c'est mon petit joyau. C'est à Bratislava, dans une rue, que je n'indiquerai pas pour l'instant, parce que j'aimerais pouvoir faire une publication dessus. C'est une porte médiévale qui est à moitié enterrée, qui est de type gothique, comme on le voit à l'étoile que brisée, et qui se trouve dans un monastère. Et donc là, on enferme chastement l'entrée et on n'y invite pas le touriste. Et moi, je suis un touriste très entreprenant, comme le savent les gens qui étaient déjà là la semaine dernière, et je tape à la porte jusqu'à ce qu'on m'ouvre. Et elle m'a dit, mais non, je ne vous ouvrirai pas. J'ai dit, c'est pas grave, je reste. Vous savez, la nuit tombe tard, parce qu'il n'était pas bon, on était en hiver, mais je lui ai dit, vraiment, je veux voir cette porte, j'en ai entendu parler, j'ai trouvé des archives, et elle a fini, donc la personne a fini par m'ouvrir, me dit, vous prenez 2 clichés et vous partez. Et donc, je vous présente ce soir, en ultime document, cette porte où on voit encore des inscriptions hébraïques, et c'est le dernier vestige de ce monde juif de Bratislava. Voilà, j'en ai terminé, je suis ouvert à vos questions si vous le souhaitez.